sommes là, toute l'actu mercato, non c'est jusqu'à 23h quand nous sommes là ce soir, oui jusqu'à 23h, toute l'actu mercato juste après 22h, parce que vous allez voir que tout à l'heure nous aurons avec nous un agent de qualité qui s'occupe de quelques joueurs importants du Paris Saint-Germain, qui sera là avec nous, Alessandro Canovi, avec Simone Rovera, et comme ça on pourra partager les infos ensemble, et on parlera notamment de Fabinho dans quelques minutes avec les dernières infos sur Mbappé pour être complet. Info RMC Sport, le vestiaire de Monaco commence à être sérieusement agacé. Évidemment, bien sûr. Donc il y a quelques cadres du vestiaire monégasque qui se sont exprimés. Alors on peut supposer qu'on devine à peu près lesquels. Enfin, si par exemple un Subasic au hasard, un Glick. Subasic en plus il a déjà lâché une ou deux phrases et tout, mais même Falcao qui est capitaine. Falcao, voilà. En gros ils disent maintenant faut que ça s'arrête. Ok, il reste très professionnel et tout Mbappé, mais maintenant terminé. Quoi. Ça commence à avoir des conséquences. On revient à ce que je disais, c'est Monaco le club qui doit mettre tout au clair, parce que, et ça j'en avais parlé hier soir, ils ont commencé par dire il partira pas, il fera ceci et tout. Tout ce blabla inutile doit être canalisé, les décisions doivent être prises de façon claire. Moi j'ai peur que là ce soit Mbappé, Fabinho, et qu'en fin de mercato de la même façon il y ait forcing de Lemar pour qu'il se barre aussi. Après, ça risque quand même de faire un petit peu mal à Monaco, tout ça. Bien sûr. Alors qu'il y avait matière, peut-être, en fait, tous ceux qui ont eu de la valeur sont tous barrés. Soit tu avais décidé, et puis fin juin, tu liquidais tout, puis tu reconstruisais une équipe, ce que Monaco a bien fait ces dernières années, après tout. Mais là, le faire au fur et à mesure pour te retrouver au 31 août avec toutes tes vedettes qui se sont barrées. Il y a 2 minutes, j'ai dit qu'ils bossaient plutôt bien. Là-dessus, en ce moment, sur ce point-là, j'ai un peu un doute. Alors, dossier suivant, c'est Unai Emery, c'est l'avis de Jonathan ce soir, jingle McCarthy. Il est dans le dur là, Messi. Il y a des gens qui ont tiré à boulet rouge dessus, dont Diego Maradona. En l'état des choses, il ne reprendra pas. Alors, Emery, tu voulais en parler ce soir, on t'écoute. Emery, cette année, je pense qu'on va savoir en fait. On va savoir enfin ce qu'il vaut. Donc l'année dernière, il a eu beaucoup d'excuses qui étaient recevables sur le fait que la saison a été en dents de scie quand même si le PSG, statistiquement, dans les compétitions domestiques, a brillé, même s'il n'a pas gagné le titre de champion. Mais cette année, je pense qu'on va enfin savoir. Et je pense que Neymar, ça va être un peu le crash test pour Emery. On a vu Neymar qui arrive au Paris Saint-Germain, donc qui complète un effectif pléthorique, un effectif de rêve, un effectif qui est armé, il me semble, pour la Ligue des Champions. Comment fait Emery pour l'intégrer à son équipe ? Il ne fait rien. Il se contente de sortir Pastore de son 11, de garder son 4-3-3 et juste de prendre la solution de facilité et de balancer Neymar là côté gauche dans une équipe qui somme toute lors de Guingamp contre Guingamp, le Paris Saint-Germain a dominé, le Paris Saint-Germain a été supérieur, mais je pense que si on regarde bien, le Paris Saint-Germain a été supérieur de par la qualité individuelle de ses joueurs, mais collectivement, notamment en première mi-temps, dans les phases offensives, dans l'animation offensive, c'était loin d'être ça. Et voilà, pour moi en fait, ce que je vois, c'est que Neymar, en fait, j'ai envie de voir Emery le gérer de sorte que Neymar soit intégré à cette équipe, que Neymar soit intégré dans un schéma tactique, qui est une construction tactique de la part d'Emery, que Emery arrête avec ce milieu à 3 qui est indigeste, qui ne ressemble plus à rien et qui de toute manière pour l'instant n'a plus les joueurs pour l'aligner, et qui fasse preuve un petit peu d'imagination pour faire cohabiter tous les talents qu'il a. Je pense à Pastore, à Neymar, à Draxler, à Cavani, à Di Maria et compagnie. En fait, le problème, ce que je crains un petit peu avec Neymar par rapport à Emery, c'est que Emery n'arrive pas à le gérer et qu'on se retrouve en fait dans la situation que le Paris Saint-Germain a connue avec Zlatan Ibrahimovic, c'est-à-dire qu'un joueur vampirise l'effectif, qu'un joueur vampirise le jeu collectif de l'équipe. Avec le caractère du joueur qui diffère. Le caractère diffère, dans l'idée, mais sa propension à vouloir prendre des initiatives, sa propension à vouloir briller au sein de l'équipe, au sein du collectif, sa propension à vouloir être la star d'un collectif, c'est un petit peu la même si c'est vrai que le caractère est légèrement différent, je te l'accorde. Mais j'ai peur qu'on se retrouve en fait dans ce phénomène dans ce phénomène Zlatan qui vampirisait un petit peu le jeu collectif de l'équipe. Et en fait, voilà, moi j'attends qu'Emery impose son style, impose son schéma tactique. On sait que son schéma préférentiel c'est un 4-2-3-1 avec un joueur derrière l'attaquant. J'attends de voir ça et ça nous permettra enfin de répondre à une question sur Unai Emery. Le doute que j'ai en fait depuis le début avec Unai Emery, c'est pas de le juger sur ses capacités et ses qualités de tacticien. Je pense que c'est un très grand tacticien, mais je pense que dans la gestion des hommes, il est peut-être un petit peu en dessous. Et il doit simplement monter d'un cran pour voir s'il peut gérer un tel effectif. Et ce que je veux dire, ma conclusion, c'est de dire qu'en fait, ce qu'on va savoir, c'est est-ce qu'Emery est juste un excellent tacticien capable de bien faire avec des bons soldats, comme il l'a fait auparavant en Espagne, même s'il avait des joueurs un petit peu connus, des joueurs qui valaient quelque chose comme Banega et compagnie, mais c'était pas des superstars. Ou est-ce qu'il est capable lui aussi de se mettre au niveau du Paris Saint-Germain, de passer le cap et d'arriver à imposer sa patte dans un collectif où il faut être bon techniquement, tactiquement, et où il faut aussi arriver à manager les hommes.
Daniel, d'accord, pas d'accord, et ensuite Johan. Parce qu'il y a des doutes là-dessus. Moi, j'ai encore des doutes. Je suis absolument d'accord, et effectivement, moi aussi, j'attends de voir. Je pense la même chose. J'attends la fin du mercato parce qu'on va attendre qu'il ait son milieu de terrain. Non, mais qu'il ait l'effectif dessiné avec ceux qui vont partir, ceux qui vont rester. On passe à peut Johan. passer. Je suis d'accord. Johan, bonsoir. Salut Gilbert. Salut Daniel. Salut Johan. Jonathan. Est-ce que tu es d'accord avec Jonathan? Eh bien, oui, je suis complètement d'accord avec Jonathan. Moi, pour vous remettre un peu les choses dans leur contexte, j'étais hyper content de l'arrivée d'Unai Emery pour plusieurs raisons. D'abord, je détestais Laurent Blanc. Ensuite, je me disais, vu ce qu'il fait avec Séville, ce qu'il est capable de faire avec un effectif comme celui du PSG, ça peut être énorme. Et donc, on a bien vu ça par bribes l'an dernier. Je pense forcément au 4-0 contre Barcelone, ou même à quelques... Le match contre l'OM au Vélodrome. Exactement. C'est ce match-là où il y a la fameuse combinaison sur coup franc avec la finale de la Coupe de la Ligue aussi. Hein. Monaco est venu le couteau dans les dents et a pris une danse. Ouais, une vraie fessée. On est d'accord. Donc on a vu par bribes l'an dernier que ça pouvait donner quelque chose d'énorme. Mais malgré tout, je reste un peu sur ma faim et j'en attends beaucoup plus, notamment sur un point. On avait tendance à critiquer Laurent Blanc sur le côté figé de son système, le 4-3-3. Ouais, je suis d'accord, on est tous d'accord là-dessus. Ouais. Et moi, je me disais qu'avec Emery, ce serait peut-être l'opportunité d'avoir enfin plusieurs schémas, plusieurs façons de jouer, et la possibilité de passer à des schémas différents pendant un même match. Exactement, ou d'un match à l'autre, tu te retrouves à jouer 4-3-3, 4-2-3-1, tu changes les joueurs et ça. Ouais, je suis d'accord avec toi. J'attends ça pour cette année, sinon exactement comme d'autres ont été critiqués, Emery n'échappera pas à cette critique-là, c'est évident. Et si on doit se mouiller. Et en fait, j'ai trouvé les critiques sur Unai Emery assez injustes l'année dernière. Mais là, moi, si je dois me mouiller, je dirais que Unai Emery, c'est un très grand tacticien. Un tacticien comme il y en a très peu en Ligue 1. Mais j'ai peur que ce soit l'erreur de casting du Paris Saint-Germain vis-à-vis de son projet. Je parle d'adéquation entre l'homme, le style de tacticien et le projet du Paris Saint-Germain. On verra, le temps dira si tu as raison ou pas concernant Unai Emery. On enchaîne et on remercie Après, Johan. il ferait mieux d'assurer parce que sur le marché, il n'y a pas non plus 1000 entraîneurs de haut niveau. Hein. Un petit avis sur le mercato, ça vous intéresse? Ah bah oui. Pas sur les joueurs, sur le timing du mercato. Jingle, moi. Le jackpot, messieurs dames! Gilbert Brebois, il est là? Nous avons décroché le jackpot! Oui, parce que les Anglais ont une très bonne idée et sous l'impulsion des entraîneurs. Ils ont fait qu'en Angleterre, il y a souvent des petits symposiums, des réunions comme ça qui se font entre entraîneurs. Des symposiums, j'adore le mot symposium. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé celui-là. Un symposium. Et bien là, les Anglais, sous l'impulsion donc de leurs entraîneurs, demandent une réduction de la période de mercato et ils disent clairement voilà ce qu'on veut. On veut une période estivale qui s'arrête au début de la saison et plus à fin août. Hein? Ils veulent une période de mercato qui s'arrête au début de la saison. Une période estivale, je comprenais plus. Et période estivale du mercato. Hivernal, ça ne peut pas échapper. Donc, ils veulent que le mercato s'arrête à la première journée, que donc les clubs ne puissent plus acheter de joueurs. Mais en revanche, ils disent on pourra continuer d'en vendre. Parce qu'après tout, ce mec que tu vends, c'est que tu veux pas. Donc, a priori. Ça veut dire qu'il y a un mec qui achète si tu veux. Oui, mais pas en Angleterre. C'est-à-dire que leur idée, c'est de dire plus d'achat de joueurs pour les clubs anglais à partir du championnat. En revanche, on peut continuer à vendre, mais à l'étranger. Et pas un autre club anglais, à l'étranger. Ouais, ils font leur sauce dans leur coin, parce qu'ils pourraient aussi faire pression. Toute l'Europe pourrait dire à l'UEFA, on veut que ce soit comme ça. Alors justement, je vais y arriver. Donc, pour être complet juste sur les infos, cette réforme sera adoptée si 14 des 20 clubs de Première Ligue se prononcent en sa faveur. Donc c'est vraiment sérieux là. Hein. Ça peut aboutir. Donc, ils vont le faire. Lors d'une prochaine réunion des clubs de Première Ligue le 7 septembre à Londres. Donc voilà ce que veulent faire les Anglais. Moi, je trouve que c'est globalement une bonne idée, mais ça pose quand même quelques soucis d'harmonisation au niveau européen. Parce que finalement, le championnat qui démarre le plus tard, traditionnellement c'est l'Italie, l'Espagne, serait avantagé par rapport, par exemple, à la France qui démarre assez tôt. L'Angleterre démarre en général une semaine. Parce que du coup, tu as plus de temps pour regarder ce qui se fait ailleurs, pour adapter ton marché. Enfin, moi, pour harmoniser, il y aura un truc simple, c'est 1er juin, 31 juillet. Voilà. Ça fait 2 mois, c'est beaucoup de mois déjà. C'est bien 2 mois. Parce que là, tous les problèmes qu'on évoque aujourd'hui, là, Mbappé, Dembélé et les bras de fer, franchement, on aurait là une obligation des clubs de s'organiser en conséquence. Ce serait quand même beaucoup plus lisible. Mais tu sais pourquoi ça va pas être possible en fait, même si c'est souhaitable. Et moi aussi, j'aimerais, une sorte de juin-juillet pour le mercato. Ça va pas être possible parce que tous les 2 ans, tu as soit l'Euro, soit la Coupe du Monde. Et que dans cette période-là, si au mois de juin,
Tu te retrouves avec des mecs en train de négocier leur transfert, un machin de ça, alors qu'ils sont en pleine préparation. Ouais, mais bon, souvent ils disent on fait ça après. Ils disent on fait ça après la grande compétition. Faux, mais... Oui, mais on dit on fait ça après et tout. Et la Coupe du Monde qui termine le 15 juillet, et il se passe beaucoup de trucs après. Il y a quand même beaucoup de gens qui sont focalisés sur l'événement et qui sont pas dans le mercato alors qu'ils sont en train de préparer la compétition. C'est ça qui va poser problème. Mais dans l'idée, moi je te suis. Ce serait idéal qu'une fois que le championnat redémarre, il n'y a plus de business, que tu démarres avec ton 11 et que tu n'es pas un mec qui se bat en cours de route après avoir fait 2 matchs. Ouais. Ça, effectivement, c'est un problème. Mais je doute que ça voit le jour, même si j'aimerais bien, en raison des grosses compétitions tous les 2 ans. C'est l'idéal, mais la condition sine qua non, c'est que ça soit pareil partout, alors, parce que sinon, ça pose des questions. 1er juin, 31 juillet. Ouais, 2 mois. Mais le problème là, de ce que Gilbert a décrit, c'est que ça pose de fortes questions de règles concurrentielles sur des marchés distincts. Je pense que l'Union européenne aurait peut-être son mot à dire, il me semble, sur ce genre de questions. Et puis surtout... L'Union européenne, son but, c'est souvent d'harmoniser justement les législations. Donc, et j'ai peur que ça encourage les panic buy, les achats de panique de la part des clubs anglais aussi, que ça dérègle encore plus le marché. Tu sais quand même qu'en ça plus... change complètement la gestion du mercato. Tu sais qu'en plus, on est vraiment dans des cas qui sont particuliers, déjà, dans la façon dont c'est géré là. Parce qu'après tout... qui sait si un jour il n'y a pas des mecs qui iront devant justement l'Union européenne pour dire non mais moi j'ai envie d'acheter un joueur en mois de septembre. Libre circulation du travailleur, tu vas pas emmerder des biens et des biens. Moi je veux que se faire en mois de septembre. Donc déjà le foot impose quelque chose qui est presque anti-concurrentiel avec ce 31 août. Donc bon, si les Anglais veulent le faire au sein de leur championnat, je pense qu'ils vont y arriver à le faire. Pour le reste de l'Europe, ouais. Excellente remarque de Clémence sur le hashtag RMC Live qui nous dit s'il n'y a pas d'harmonisation, l'Italie n'aurait plus de concurrents pour acheter. Eh oui, au bout d'un moment, quand les autres championnats ont démarré, tu peux plus acheter. Donc il n'y a plus que les Italiens qui pourraient aller faire leur marché un peu où ils veulent, sans trop de concurrence en l'occurrence. Après, il reste quoi sur le produit? Et puis il faut avoir la puissance financière de le faire aussi, ce qui n'est pas forcément évident pour tous les clubs. Donc voilà. Et puis Ngor qui lui dit ils sont marrants ces Anglais. Eux ils ont des sous pour acheter dès le début du mercato, ce qui n'est pas faux. C'est vrai qu'ils ont une puissance financière qui les Anglais de toute façon ils transforment de plus en plus leur championnat comme un truc coupé du reste du monde, comme une ligue fermée, enfin un truc un peu NBA quoi. Ils s'en foutent un peu de savoir ce que tu penses à vrai dire. Puis c'est vrai qu'ils font toujours un peu le truc dans leur coin. Ça, c'est pas faux. C'est pas faux. Et puis Jeff qui lui dit, moi je pense plutôt qu'il faudrait supprimer le mercato hivernal. Donc ça, c'est encore autre chose. Et notre ami Quaresma Grosse-Creute, toujours présent et toujours fidèle, qui lui dit, moi je suis pas d'accord. C'est le jeu du mercato aussi de déséquilibrer un club. Il a pas tort. Ouais. Non mais il a pas tort. C'est peut-être machiavélique, mais dans le bras de fer, PSG-Barça par exemple. On a quand même il y avait quand même, ça aussi, c'est toujours pareil quand j'entends qu'on parle de transfert et la décence et l'indécence, des gens qui ont beaucoup oublié que ça a été une stratégie de Berlusconi quand il a pris Milan, qu'il a construit son grand Milan, c'était d'aller prendre les joueurs à la concurrence pour emmerder la concurrence. Et Bernard Tapie a copié. Les grandes époques, la grande époque lyonnaise. Il a tout copié sur Berlusconi, qui était un peu une forme de maître à penser pour lui. Il prenait, je fais chier Bordeaux, avec qui il était en guerre. Voilà, c'était ça. Et effectivement, beaucoup l'ont fait ensuite. Vous avez soirée Bunga Bunga aussi. Olas l'avait fait aussi. Olas l'a fait à la grande époque de Lyon. Bien sûr. Et le Bayern le fait aujourd'hui encore. Je veux dire, le Bayern prend systématiquement les meilleurs joueurs. Eux, ils prennent en Bundesliga, ils vident les autres clubs et ils les mettent chez eux. C'est même limite à chaque fois acté quand un joueur éclate, tu dis il va finir, et même un entraîneur, il va finir au Bayern. C'est ça. Finalement, c'est effectivement, ça fait partie, on va dire, de la fantasmagorie du mercato. Dans quelques instants, justement, on va en parler du mercato. Je peux commencer à vous donner quelques petites infos diverses et variées, mais juste pour finir sur Neymar, puisqu'on en a parlé au début de l'émission, Busquets aujourd'hui sort du bois. C'est que la presse catalane demande avec des grands titres, faites-les signer, faites venir du nouveau. Bartomeu va avoir une motion de censure, je pense, début septembre. Je pense qu'il va passer. Et la Busquets, c'est quand même pas n'importe qui au Barça, qui dit on a perdu au niveau offensif, il faut recruter, dit Busquets. Donc il sort du bois. S'ils font Dembélé et Coutinho, ça va quand même. Voilà, c'est devenu évident. Rajoute Busquets. Donc je peux imaginer que je pense que la claque en plus reçue l'autre soir contre le Real, ça a dû faire grincer beaucoup de dents en Catalogne.
Exactement. Qui nous a permis de constater que Cristiano Ronaldo a encore des abdos supérieurs à ceux de Jonathan McCarty. Mais c'est malade, toi. T'es malade. Mais toi, écoute, t'en fais pas 300 comme lui par on a jour. vu les Combien il en photos, fait lui par jour? J'en sais rien, mais les miens, ils sont super et surtout, il a pas de pec. Donc, Oh. Mais il est- ça soulève 30 kilos au coucher, Cristiano. Arrête. Non, mais il est Je sais pas, il a fantastique. jamais parlé de ça. Moscato, Ronaldo, il a raison. Il a dit, je crois que c'est moi qui l'a dit, il a des épaules de serpent. Bah, il a raison. Il a des épaules de serpent, Cristiano. Non, mais. Non, mais je sais pas ce que c'est en langage de boxeur, ces genres de trucs. Il Non, a mais pas de c'est- pec. Cristiano, il a pas de pec. Il n'a pas de pectoraux, Cristiano Ronaldo. Très certain. D'accord, ok. Considération C'est intéressante. un concept. Écoute, là, on l'a vu torse nu. Mais de manière, je au foot, à quoi ça lui sert d'avoir des pecs après tout, c'est vrai. Ouais, Ah, c'est bah vrai. si, la puissance. Non, mais tu rigoles ou quoi? C'est vachement Enfin, important. ouais, je sais pas si c'est là que ça se joue, quoi, mais bon. Ouais. Bon, peut-être que s'il en avait moins, il marquerait autant de buts. Hein. En tous les cas, Regarde Thomas il est Müller. beaucoup plus impressionnant que toi, ça c'est sûr. Dans Allez, quelques voilà, instants, c'était gratuit, ça. Hein. dans quelques instants, il est content, là. dans quelques instants, nous sommes de retour Souris. avec au programme les infos mercato du jour, l'avis de Simone Rovera sur Naples, Nice. Et Simone va nous dire quoi? Il va nous dire que Nice n'est pas au niveau. Simone a-t-il raison? On va en débattre au 32-16 dans quelques instants. Et puis les barrages, on aura notamment tout à l'heure David Lorto et Philippe Auclair pour débriefer le Hoffenheim-Liverpool qui est en cours. Après 53 minutes, il y a toujours 1-0 pour Liverpool. Je vous donne les autres scores de barrage alors qu'il est 21h57 actuellement. Tout à l'heure, Karabag, club d'Azerbaïdjan, a battu le FC Copenhague 1-0. L'Apoel Nicosie, après 56 minutes, mène 2-0 face au Slavia. Et puis il y a 0-0 entre le Sporting et le Steaua Bucarest, 0-0 entre les Young Boys de Berne et le CSKA Moscou. A tout de suite dans l'after, on se retrouve très vite, on est là jusqu'à 23h ce soir.